Affirmer que le roman au XXe siècle s'est écrit au miroir de la musique peut relever, pour peu que l'on s'intéresse à cette question, d'une évidence. Identifier les traces sensibles de cette influence musicale qui travaille la production romanesque relève, en revanche, d'une autre paire de manches et soulève des défis qu'il est nécessaire de prendre en considération. D'abord, et il convient de le rappeler d'entrée de jeu, on ne peut pas rendre par les mots le contenu d'une œuvre musicale. Tout au plus, pouvons-nous en décrire la construction, en faire l'analyse, ou encore raconter les images et les affects qu'elle éveille en nous. Mais le contenu musical, pour ainsi dire, ne peut se partager autrement que par la musique elle-même. Voilà donc une réalité, sinon frustrante, à tout le moins stimulante pour les critiques, les philosophes et même les doctorants qui souhaitent se pencher sur l'épineuse question de la transposition des spécificités du musical dans les modalités du littéraire. Ces défis que nous pose la musique croisent d'ailleurs ceux qu'ont rencontrés les romancières et les romanciers modernes, de Proust à Rob Grillet, en passant par Julien Gracq, Boris Vian et Marguerite Duras, lorsqu'ils ont envisagé l'écriture au prisme du modèle musical. Contemporains d'une crise du langage, de la fiction et de la signification, ceux-ci, et c'est là l'hypothèse au fondement de mon intervention d'aujourd'hui, seraient parvenus à repenser les moyens, les possibles et les limites du genre romanesque par l'ouverture de ce dernier au modèle musical. Les questions que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui visent ainsi à évaluer de quelle manière concrètement le roman a pu se penser et s'écrire à l'horizon de ce modèle musical, comment s'est-il envisagé dans ses similitudes comme dans ses écarts avec la musique, et comment peut-on, d'un point de vue critique, prendre acte de cette influence et en comprendre les implications sur le plan de la poétique romanesque et plus largement sur celui d'une pensée du roman. Par le biais de ces questions, je souhaite également m'interroger sur la manière dont la musique, a priori vécue comme un phénomène sonore, devient une réalité textuelle, réalité qui serait envisagée, infléchie et investie par la subjectivité et la langue de l'écrivain. Mais à l'évidence, cette subjectivité n'est pas étanche, elle entre en résonance avec un ensemble de discours sur la musique qui circulent à une époque donnée et transforment ainsi la musique comme une fiction collective du roman et pour le roman. Ma présentation aujourd'hui se structure donc en 3 temps, les 2 premiers étant consacrés à quelques remarques d'ordre contextuel et méthodologique qui me serviront de socle en vue de l'analyse qui m'occupera en dernière instance. Cette analyse, qui se veut davantage une exploration de pistes de réflexion qu'une analyse à proprement dite, mettra en pratique les observations que j'aurai développées à l'aide de 2 cas de figure, À la recherche du temps perdu et Les faux monnayeurs d'André Gide, texte emblématique non seulement de l'histoire du roman moderne, mais de l'intégration du modèle musical comme outil de renouveau du genre au XXe siècle. S'il ne pêche pas par originalité, ce corpus a l'avantage notable de prendre part à une culture littéraire amplement partagée et de conférer à ma démonstration une portée plus évocatrice. J'espère ainsi faire résonner plus fortement les configurations musicales à l'intérieur de ces productions romanesques que plusieurs d'entre nous avons d'ores et déjà lues et que désormais nous pourrons entendre aussi. Avant toute chose, donc, il m'apparaît important de poser quelques jalons contextuels susceptibles d'expliquer les raisons pour lesquelles les écrivaines et les écrivains du XXe siècle se seraient tournés vers la musique, jalons qui me permettront également d'identifier les écueils du roman que le modèle musical serait venu pallier. L'intronisation du modèle musical serait selon moi tributaire d'une littérature en crise, ou à tout le moins en quête d'elle-même, aux suites d'une série de bouleversements épistémologiques variés. Avancées scientifiques, instabilité géopolitique, crise du symbole et de la représentation, etc., viennent mettre en doute les compétences du langage à agir sur le monde, mais également à le décrire et à le connaître par l'entremise du discours. Au lendemain du naturalisme, qui semble marquer un sommet et une limite dans la croyance en un langage transparent, on accoste les rives de l'ère du soupçon. Fustigé de toutes parts par la pensée philosophique, par les théories linguistiques et les découvertes scientifiques comme psychanalytiques, le discours vient à perdre ses ancrages dans la réalité et à se replier sur lui-même, pour reprendre la formulation de Michel Foucault. Se dégagerait de ces contingences une aporie aussi profonde qu'inévitable: le langage est incapable de dire le réel, mais en contrepartie, il ne peut tout à fait s'en détacher, ou en tout cas que temporairement, au risque de ne plus rien signifier. Ces faisceaux de causes conduisent vers une crise de la représentation qui vient considérablement mettre à mal le langage et, partant, la littérature.
Des stratégies nouvelles doivent être mises en place par les romancières et les romanciers afin de traduire l'expérience de l'être au monde moderne, indescriptible par la seule expression verbale ou par les interactions simulées entre des créatures de papier et une référence factice au réel. Dans la foulée, des formes et des techniques novatrices apparaissent dans le champ littéraire, dont la visée compensatoire ne saurait parvenir à rédimer le pouvoir cognitif du langage. Le roman, donc écrit sous le signe de la musique, participe évidemment de cette mouvance. Il s'empare du dispositif sémiotique dysfonctionnel qui le constitue et cherche à le penser au prisme du musical, lequel ferait subir au roman des infléchissements et des distorsions créateurs de sens. On pourra néanmoins objecter que le roman, au XXe siècle, s'est ouvert à bien d'autres formes d'art, à commencer par le cinéma et la photographie, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai. Or, ce qui me paraît surtout significatif, c'est l'importance que l'on se met alors à accorder à la musique à partir du XIXe siècle, précisément en raison de son autonomie sémantique, c'est-à-dire de sa propriété à ne renvoyer qu'à elle-même et à ne signifier que par le matériau qui la constitue. La musique se déchiffre formellement, donc les notes et les accords sont des signes qui renvoient à une réalité sonore. Elle se vit comme une expérience sensible, mais n'a pas d'équivalent dans le langage verbal, de sorte qu'on ne peut traduire une phrase musicale en mots, comme on le ferait par exemple avec une phrase en chinois au français. Ceci étant dit, on ne saurait affirmer que la musique n'a pas de sens. Elle signifie et exprime autrement, par-delà la dénotation, la pensée conceptuelle et la référentialité. Ces modalités de signification incompatibles avec le discours, qui était à l'âge classique la preuve de son infériorité esthétique, expliquent pourquoi la musique survient alors comme une réponse aux défis soulevés par la crise du langage. Parce qu'elle accomplit la pleine circularité du sens, la musique se voit investie d'une valeur esthétique supérieure, pour les mêmes raisons qu'elle choquait autrefois les sensibilités classiques, en raison de son autoréférentialité et son irréductibilité au langage. À l'évidence, cette conception de la musique est avant tout une idée de la musique, ancrée dans un imaginaire musical historiquement situé. Il convient d'insister sur le fait que le modèle musical pour le roman s'enracine invariablement dans une reconstitution subjective de l'expérience musicale. Il ne s'appuie pas forcément sur des compétences techniques poussées, ni sur une réalité objective et phénoménale de la musique. Il reste, somme toute, une production textuelle. Cette idée subjective s'inscrit dans un horizon plus large, intersubjectif, où circulent d'autres discours qui informent à leur tour les manières dont on pense le musical à un moment donné de l'histoire. Cette idée de la musique, qui incorpore la production romanesque au XXe siècle, est donc tributaire d'une longue tradition de réflexion sur le sens de la musique, amorcée dès la fin du XVIIIe siècle, mais qui prend son essor au XIXe et irrigue une bonne partie de la pensée musicale du XXe siècle, et esthétique plus largement. Donc, deux grandes conceptions de la musique peuvent se dégager de ce débat. Je suis un peu trop loin. La première, finalement, c'est le moment, héritière de la pensée spéculative allemande, confère à la musique une portée métaphysique et une propriété de signifier par-delà le langage. La seconde propose un horizon de compréhension strictement formaliste, dans lequel la signification de la musique n'excède pas sa forme et où le beau musical réside, pour reprendre la formule du musicologue Edward Hanslick, dans le pur mouvement de formes sonores. Ces deux formes rejoignent un peu ce que M. Goujon a présenté en première partie de sa présentation. Donc, je ne suis pas trop dans l'erreur. Or, que l'on investisse la musique d'une portée métaphysique susceptible de tisser un lien privilégié avec l'absolu, l'infini et l'intériorité du sujet, ou au contraire qu'on lui soustrait toute forme de signification cognitive au profit d'une stricte signifiance formelle, la musique, face à la production littéraire, représente à la fois l'altérité fantasmée et la mise à l'épreuve de ses moyens d'expression et de ses privilèges de signification. Ces derniers constats conduisent à s'interroger sur les modalités effectives de ce modèle musical dans le roman. En effet, comment mettre en texte une réalité qui n'a pas d'équivalent dans le langage verbal? Et comment, de surcroît, utiliser la musique comme modèle d'écriture, précisément au moment où la langue est de plus en plus considérée comme insuffisante, voire défaillante pour dire le monde, et a fortiori la musique. La relation métaphorique, ici,
apparaît comme la stratégie incontournable pour penser la composition du roman comme une œuvre musicale, tant sur le plan de la conception que sur celui de ses effets de lecture. Non pas, pour faire court, voir dans le roman une musique verbale ou une équivalence verbale du musical, mais plutôt penser et lire le roman comme une œuvre musicale, c'est-à-dire mettre notre sensibilité au diapason, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, d'un système d'écho, de répétition et de tension que construisent les textes. Il faut donc entendre ce type de roman comme le lieu d'un surplus de sens qu'il nous faut actualiser par le repérage de transpositions, de déviations et de dérèglements qui travailleraient la texture et la forme romanesque, et par lesquels l'écrivain penserait son travail comme celui d'un compositeur créant du sens à partir d'un matériau sensible, et non plus seulement conceptuel ou narratif. Une fois le fantasme de composition envisagé, encore faut-il être outillé pour le reconnaître, en comprendre les mécanismes et en identifier les procédés. Les articulations entre musique et forme littéraire peuvent être envisagées selon plusieurs paradigmes que je présenterai ici de manière assez succincte et toujours dans l'optique de mieux comprendre les configurations musicales à l'œuvre dans le roman. On pensera d'emblée à la production d'une sorte de musique verbale qui, par un jeu sur les sonorités, viserait à créer un succédané de musique. Autrement dit, une pièce verbale ne valant que par les sonorités qu'elle donne à entendre. Moins adapté au dispositif romanesque, ce procédé peut néanmoins intervenir ponctuellement dans le fil d'un texte et même renvoyer à une signification musicale plus englobante. Mais il est en revanche difficile de concevoir l'ensemble d'un roman travaillé de cette façon, sans que l'effet, à long terme, ne s'atténue ou ne verse dans l'inintelligible. Une autre façon de comprendre les points de rencontre entre musique et roman réside dans la transposition structurelle de formes musicales ou de procédés de composition, au niveau de la macrostructure du texte comme de la microstructure. Certains romanciers ont en effet orienté la construction de leur œuvre de manière à reproduire les conventions et les articulations des grandes formes de la musique, selon par exemple le développement bithématique de la sonate, les conventions de la fugue, la progression cyclique du rondeau, etc. D'autres possibilités d'intégration reposent sur la transposition de paramètres plus ponctuels de l'écriture musicale, comme l'emploi d'un ostinato ou la mise en place d'un système de leitmotiv. Il faut cependant employer ce dernier terme avec prudence pour ne pas confondre son application musicale avec son acception dans le langage courant. Il ne s'agit pas d'une simple répétition, mais d'une reprise à caractère structurant d'un même motif qui renvoie à un contexte antérieur et surimprime un sens supplémentaire dans le contexte actuel. Il est également possible d'élargir l'emprunt d'une structure musicale à la reprise de l'argument d'un ballet, d'un livret d'opéra ou d'un mythe associé à la musique, par exemple le mythe d'Orphée et d'Eurydice, moins dans la logique d'une stricte réécriture narrative que dans la mise en œuvre de configurations susceptibles de spontanément évoquer une œuvre musicale que nous connaissons. L'abondante production littéraire à partir des opéras de Wagner, ici, nous viendra à l'esprit pour exemplifier cette tendance. On relèvera un dernier cas, passablement plus rare, qui consiste en l'intégration de fragments de partitions dans le texte, ou encore à organiser ce dernier comme plusieurs trames vocales qui se superposeraient sur la page. Cet agencement, calqué sur l'objet partition, impose une alternance des modes de lecture, naviguant entre une lecture linéaire imposée par la prose et la lecture tabulaire, donc à la verticale, si on veut, de la partition. Mais le second sens, parce qu'il exige des compétences musicales plus poussées, permettant d'entendre la citation musicale, risque de passer inaperçu pour bien des lecteurs qui se contenteront de sauter la portée ou de l'effleurer du regard sans s'y attarder. Au regard de ces différentes configurations musico-littéraires que je viens d'énumérer, plusieurs rapports d'analogie et de complémentarité font saillie, mais ils ne peuvent occulter les écarts substantiels qui séparent le discours verbal du langage musical. C'est pourquoi il convient de le réitérer, le rapprochement est nécessairement métaphorique. La musique se donne comme un outil heuristique créateur de sens au sein d'une démarche de langage. J'insiste sur cette définition de la métaphore, car cette dernière ne saurait légitimer le recours trop facile à des métaphores musicales laxistes ou impressionnistes. Aussi faudra-t-il éviter l'emploi de termes galvaudés et musicalement imprécis, comme parler de la musicalité d'un texte ou de l'harmonie d'un vers,
qui évoque certes une impression assez nette, mais contourne la signification musicale de ces termes. Le principe métaphorique, au contraire, permet de faire abstraction momentanément des incompatibilités entre les deux langages, qu'il faut néanmoins garder en tête, pour rendre sensibles les points de rencontre et par-delà ceux-ci, les ressources du langage que la confrontation avec la musique permet de mettre au jour, mettre en évidence. En se projetant comme musique, autrement dit, le roman se dévoile sous des angles nouveaux et des perspectives inédites, mais il reste fondamentalement un roman. Aussi, la réussite est-elle toujours partielle, car le roman, disons, symphonique, n'est pas une symphonie. Au mieux peut-il créer des effets analogues à ceux ressentis lors de l'écoute d'une symphonie. Au final, ce qui m'apparaît le plus porteur dans cette démarche repose moins sur le coefficient de conformité entre la forme musicale et l'œuvre romanesque, ni par ailleurs sur la réussite de la transposition terme à terme entre le langage musical et le langage littéraire, mais bien sur la recherche mise en scène par le roman, l'expérience de pensée que le modèle musical vient solliciter et la part de lui-même que celui-ci, en fait que le roman, découvre ou retrouve à travers l'idée de la musique. Donc, comment on voit ça complètement? Donc, la première œuvre sur laquelle je vais me pencher maintenant, à la recherche du temps perdu, illustre à mon sens parfaitement cette démarche créatrice par l'entremise de la musique, en la mettant explicitement en scène dans la fiction. Cette œuvre porte l'empreinte de la musique à plusieurs niveaux, en posant un éclairage varié et kaléidoscopique, si on veut, sur la musique, ce qui explique sans doute l'abondance d'études critiques parues sur le sujet de la musique chez Proust. Mais elle constitue surtout un moment clé où les liens entre musique et roman se cristallisent et déterminent leur rapport en regard à la postérité. Je m'intéresserai aujourd'hui à la façon dont la musique donne lieu à une expérience heuristique pour le narrateur et par un effet de miroir, comme un outil interprétatif pour nous, afin de comprendre les mécanismes poétiques de l'œuvre que nous lisons. En premier lieu, il convient de rappeler qu'à la lecture des 7 volumes de la recherche, il n'y a pas de doute que la musique, pour Proust, est profondément signifiante. Elle tient lieu de guide spirituel et met le sujet qui écoute en contact avec son intériorité la plus intime, conformément à la tradition de la métaphysique musicale de Schopenhauer. C'est en effet par la musique que le narrateur prend conscience de sa vocation d'écrivain. Est-ce que c'est assez gros ou il y a une possibilité? Oui, parfait. La musique, donc, dit-il, bien différente en cela de la société d'Albertine, m'aidait à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau. Contenu en creux de cette phrase, en fait, de cette affirmation, la fameuse éthique proustienne du créateur transparaît dans ce passage qui annonce les désillusions de la vie mondaine et de l'expérience amoureuse comparativement à l'activité artistique, qui serait, à contrario, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie, par conséquent, pleinement vécue. Donc, c'est la création artistique en général, ici la littérature, mais en général, c'est l'art dans le système un peu esthétique de la recherche. Disséminées au fil de l'œuvre, les scènes d'écoute musicale tiennent lieu de véritables moments épiphaniques dans le parcours du narrateur, où la réflexion d'ordre musical informe le devenir artiste du protagoniste. C'est lors de sa première audition du Septuor de Vinteuil est, je le rappelle, le compositeur fictif dans la recherche, que les bribes du passé commencent à converger vers une finalité et le programme d'écriture se formuler de plus en plus explicitement. Donc, je cite, « Je me rendais compte que si, au sein de ce septuor, des éléments différents s'exposaient tour à tour pour se combiner à la fin, de même sa sonate, comme je le sus plus tard ses autres œuvres, n'avaient tout été par rapport à ce septuor de timides essais, délicieux mais bien frêles, auprès du chef-d'œuvre triomphal et complet qui m'était en ce moment révélé. Et je ne pouvais m'empêcher, par comparaison, de me rappeler que, de même encore, j'avais pensé aux autres mondes qui avaient pu créer Vinteuil comme des univers clos, comme avait été chacun de mes amours. Mais en réalité, je devais bien m'avouer que, comme au sein de ce dernier amour, de même si je considérais maintenant non plus mon amour pour Albertine, mais toute ma vie, mes autres amours n'y avaient été que de minces et timides essais qui préparaient l'amour pour Albertine. C'est très Saint-Valentin, mais voilà. L'introspection amoureuse croise ici la création littéraire,
car de même que la musique permet au narrateur de prendre conscience du caractère préparatoire de chacun de ses amours passés en prévision de celui d'Albertine, la succession des ratages de l'écriture s'avère également déterminante pour le programme romanesque ultime. On se rappelle que dans la recherche, le dessin de l'écriture se forme assez tôt chez le narrateur, mais se concrétise difficilement. Aussi, poursuivant notre lecture, pouvons-nous lire, au plus fort de son écoute, « Je savais que cette nuance nouvelle de la joie, cet appel vers une joie supraterrestre, je ne l'oublierai jamais. Mais serait-elle un jour réalisable pour moi? Cette question me paraissait d'autant plus importante que cette phrase musicale était ce qui aurait pu le mieux caractériser comme tranchante avec tout le reste de ma vie, avec le monde visible, ces impressions qu'à des intervalles éloignés je retrouvais dans ma vie, comme les points de repère, les amorces, pour la construction d'une vie véritable. L'impression éprouvée devant les clochers de Martinville, devant une rangée d'arbres près de Balbec. » Pour ceux qui n'ont pas lu la recherche ou qui l'ont loin en tête, les clochers de Martinville et les arbres de Balbec coïncident avec des moments où le narrateur veut écrire, pense à une idée pour écrire, puis finalement, bon, ça fonctionne plus ou moins. Donc, c'est des moments où il y a eu l'espèce d'épiphanie de « Oh, j'ai l'idée de l'œuvre à écrire », mais qui n'a pas vraiment réussi. Donc, voilà. Le lexique ici, très évidemment schopenhauerien, pourrait nous retenir longtemps, mais ce sur quoi je voudrais insister est la similitude entre la dynamique de l'écoute musicale et celle, corollaire, de la création de l'œuvre, qui est impulsée, on le sait, par la mémoire involontaire. La phrase musicale déjà entendue qui ressurgit dans la progression de la pièce nous ramène, par la propriété de répétition spécifique à la musique, vers le souvenir de sa première audition, sans que nous l'ayons prémédité, comme le goût de la madeleine trempée dans la tasse du tilleul ouvre virtuellement toute l'enfance provinciale du narrateur. Il n'est à cet égard nullement étonnant de constater que la révélation finale de l'œuvre à écrire, à la fin du temps retrouvé, survienne par le biais d'un souvenir à caractère sonore. Il s'agit du tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette qui m'annonçait qu'enfin M. Swann était parti. Souvenir donc par lequel le narrateur entrevoit enfin, dans un effet de court-circuit avec les premières pages du tome 1, on est à la fin du tome 7, toute la teneur de l'œuvre à faire. Pourtant, le septuor évoquait déjà en amont une modulation de ce même son de cloche, certes amplifié par l'agencement orchestral, mais dont la dimension symbolique ne saurait être occultée. Et un chant perçait déjà l'air, chant de 7 notes, à la fois ineffable et criard. J'attire votre attention sur le même adjectif qui est utilisé. Et donc voilà, non plus roucoulement de colombe comme dans la sonate, mais déchirant l'air, aussi vif que la nuance écarlate dans laquelle le début était noyé, quelque chose comme un mystique chant du coq, un appel ineffable mais suraigu de l'éternel matin. Elle semblait s'accomplir en un bonheur lourd, villageois et presque rustique, où la titubation de cloches retentissantes et déchaînées, pareille à celle qui incendiait de chaleur la place de l'église à Combray, et que Vinteuil, qui avait dû souvent les entendre, avait peut-être trouvé à ce moment-là dans sa mémoire. Lorsqu'on se replace dans le contexte de la lecture, ce passage condense un ensemble d'épisodes antérieurs et contribue au traitement de la musique comme un nœud de sens archidynamique. Le détour liminaire vers la sonate de Vinteuil, que l'on sait profondément associé au personnage de Swann dans l'économie de la recherche, vient mettre en évidence le souvenir du tintement de clochettes à travers la sonorité des clochers de l'église de Combray, qui en propose en quelque sorte une gradation, de la même manière que le septuor se construit sur une expansion de la sonate. On retrouve ce même effet de télescopage ailleurs dans le texte, par lequel des motifs associés à des épisodes déterminants de l'enfance du narrateur reviennent sporadiquement dans les scènes ultérieures. L'expérience musicale de la mémoire involontaire que connaît le narrateur lors de son audition du septuor vient également à contaminer notre propre expérience de lecture, devenue donc à notre tour sensible à ces effets de leitmotiv qui resserrent l'unicité de l'œuvre, suspendent le déploiement temporel et partagent de fait l'impression du temps retrouvé. La technique du leitmotiv repérée dans ce passage, mais qui revient périodiquement tout au long de la recherche, trace une filiation assez évidente avec l'œuvre de Wagner, dont la présence intertextuelle est indéniable. Outre les références explicites aux compositeurs qui abondent dans le texte,
Il prête le flanc à une réflexion d'ordre poétique, étant le seul compositeur qui figure dans la galerie de modèles littéraires dépliés par le narrateur. Comme Balzac, peut-on lire, Wagner, tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème rétrospectivement nécessaire dans une œuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composée, puis ayant composé un premier opéra mythologique, puis un second, puis d'autres encore, et s'apercevant tout à coup qu'il venait de faire une tétralogie, dut éprouver un peu de la même ivresse que Balzac, quand celui-ci, jetant sur ses ouvrages le regard à la fois d'un étranger et d'un père, s'avisa brusquement en projetant sur eux une illumination rétrospective qu'il serait plus beau réunis en un cycle. Unité ultérieure non factice. On pourrait sans doute lire dans cet extrait, à la suite de l'interprétation de Jean-Jacques Nattier, un reflet des propres procédés créatifs, poétiques en fait, de Proust, qui préparait un morceau à l'avance et finissait par l'intégrer ailleurs que là où il l'avait initialement prévu. Mais deux autres idées me semblent ici plus porteuses pour ma démonstration. La poétique de l'unité ultérieure, qui figure à la fin du passage, et l'adéquation suggérée entre l'œuvre de Wagner et donc la littérature via l'œuvre de Balzac. En plus de recouper des observations exposées plus tôt en regard donc aux amours passés et à des ébauches d'écriture du narrateur, cette poétique de l'unité ultérieure donne consistance à des motifs a priori épars, disséminés tout au long de l'œuvre, qui n'acquièrent que leur pleine signifiance que rétrospectivement. Comparable à une partition, l'œuvre proustienne distribue ses motifs et ses figures selon une dynamique d'apparition, de répétition, de modulation, mais aussi de dissémination dans le temps et de réunification par la mémoire. C'est dans des termes sensiblement similaires que le narrateur s'explique l'esthétique wagnérienne. Je me rendais compte de tout ce qu'a de réel l'œuvre de Wagner, en revoyant ces thèmes insistants et fugaces qui visitent un acte, ne s'éloignent que pour revenir, et parfois lointains, assoupis, presque détachés, sont à d'autres moments, tout en restant vagues, si pressants et si proches, si internes, si organiques. À peu de choses près, cette description correspond au cycle romanesque de Proust. Mais ce qui m'apparaît le plus important dans ce passage, le passage d'avant en fait, demeure la saisie simultanée de Wagner et de Balzac et l'effet d'aplanissement qui se crée ainsi entre la musique et le roman mis côte à côte. Certes, le caractère limitrophe des opéras de Wagner, qui se situe à la frontière entre musique et poésie, encourage ce type de comparaison, mais il n'en demeure pas moins que les développements que lui réserve la recherche portent à croire que c'est la dimension créatrice de l'œuvre wagnérienne, et non le seul effet de réception, qui impulse l'écriture. La musique de Wagner, dans cet extrait et pour toute l'œuvre, déboucherait directement sur la littérature. Cette fonction du musical pour l'écrivain est renforcée par l'emploi quasi systématique du champ lexical du discours lors des passages de description musicale. Dans la sonate de Vinteuil comme dans le Septuor, on insiste sur les phrases plutôt que sur les thèmes ou les motifs musicaux et sur la valeur communicationnelle dont celles-ci sont chargées. Donc, par exemple, rapidement, dans Un amour de Swann, on peut lire « En sa petite phrase, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que celles qui l'avaient entendue la conservaient en eux avec les idées de l'intelligence. » En présentant l'œuvre musicale de Vinteuil sous une perspective verbale, autant comme un médium d'expression que comme un outil métaphorique pour donner à entendre cette musique intraduisible, Proust attribue à Vinteuil un statut d'écrivain et fait donc de lui l'alter ego du narrateur. Profondément signifiante, la musique excède néanmoins en puissance la langue littéraire parce qu'elle entretient un rapport privilégié avec l'absolu et l'intériorité sans devoir nécessairement transiter par les cadres contraignants du discours. C'est pourquoi, épousant plus fidèlement les aléas de l'expérience existentielle, elle confronte la littérature à ses limites. Cette musique me semblait quelque chose de plus vrai que tous les livres connus. Par instants, je pensais que cela tenait à ce que ce qui est senti par nous dans la vie, ne l'étant pas sous forme d'idées, sa traduction littéraire, c'est-à-dire intellectuelle, en rend compte, l'explique, l'analyse, mais ne la recompose pas comme la musique. S'appuyant une fois de plus
sur la confrontation entre musique et littérature, Proust emploie la première comme modèle à l'aune duquel évaluer les possibles de la seconde. Il en souligne également la propriété recréatrice de l'expérience telle qu'elle a été initialement vécue et partant sa capacité à exhumer le temps perdu. De cette comparaison se dégagent ainsi les contours d'une poétique, celle a priori construite par son œuvre depuis le premier volume, dont on prend alors conscience, comme le laisse entendre cette réflexion qui suit le passage que nous venons de convoquer. Ainsi rien ne ressemblait plus qu'une belle phrase de Vinteuil à ce plaisir particulier que j'avais quelquefois éprouvé dans ma vie, par exemple devant les clochers de Martinville, certains arbres d'une route de Balbec, ou plus simplement en buvant une certaine tasse de thé. Et puis là, on se rappelle toute la recherche en amont. La musique de Vinteuil serait donc la clé de l'œuvre, non seulement parce qu'elle suscite la retrouvaille du temps, mais parce qu'elle livre explicitement les secrets de la poétique de l'œuvre que nous lisons. Donc, je vais passer tout de suite à l'autre œuvre. Donc, dans un autre registre, Les Faux-monnayeurs d'André Gide, dont la parution est contemporaine de la recherche, exploite également le modèle musical, mais selon des codes radicalement différents. Bien que le texte soit lui aussi pensé à travers le prisme de la musique, l'imaginaire convoqué par Gide s'oppose franchement à la tradition discursive romantique de Proust, dans laquelle s'inscrit Proust en fait. Alors qu'on retrouve chez Proust une préférence marquée pour la musique romantique allemande et la musique française de son temps, Gide revendique un panthéon plus classicisant, à entendre au sens large, c'est-à-dire en amont du romantisme, puisque c'est la musique de Bach qui lui sert de canevas pour l'écriture de ce qu'il considère comme son unique roman, Les Faux-monnayeurs. Il accompagne la publication de ce dernier d'un journal d'écriture, qui, s'il s'annonce a priori comme un document précieux pour l'analyse du roman, redouble en fait plusieurs propositions qui sont explicitement affirmées par le personnage d'Édouard, lui-même romancier, qui écrit un roman qui s'appelle Les Faux-monnayeurs. Ce personnage documente lui aussi sa pratique d'écriture dans un journal. En plus d'ouvrir la linéarité de la prose à un axe, si on veut, vertical, par l'accumulation des niveaux d'énonciation, cette stratégie de mise en abîme confère au roman une sorte de circularité dans laquelle le contenu du roman s'avère être le roman et participe du programme esthétique du roman pur que formule Édouard dans son journal d'écriture. Il dit vouloir dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. Ou pourrait-on ajouter à l'écriture de ce même roman. Celui-ci affirme en outre, lorsqu'on le questionne sur le sujet du roman qu'il écrit, « Mon roman n'a pas de sujet. Pour obtenir cet effet, suivez-moi, j'invente un personnage de romancier que je pose en figure centrale, et le sujet du livre, si vous voulez, c'est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que lui prétend en faire. Le contenu du roman et la forme du texte se rapprochent. » Donc voilà. La multiplication des récits enchâssés peuvent donner l'impression que le roman se structure autour d'un point central et qu'il est en ce sens centré. Or, il n'en est rien. D'une part, ce foyer n'a de cesse de s'éloigner dans une suite d'œuvres imaginaires et virtuelles, et d'autre part, la trame narrative d'Édouard prend part à un réseau plus large composé de plusieurs intrigues qui convergent, s'entrelacent, divergent, disparaissent parfois, etc. Il s'agit donc d'une œuvre décentrée, dont les foyers mobiles, les perspectives multiples et les brisures rythmiques imprègnent la lecture d'un effet de polyphonie. Cet effet trouve par ailleurs son point d'ancrage à l'exact centre du roman, effet étrange pour un récit excentré, lorsqu'Édouard affirme, et là on arrive à la musique, ce que je voudrais faire, comprenez-moi bien, c'est quelque chose qui serait comme l'art de la fugue, et je ne vois pas ce qui fut possible en musique serait impossible en littérature. Cette réplique, véritable clé de voûte du roman, ne saurait en aucun cas être négligée, particulièrement au sein de ce roman construit sur la mise en abîme et dans lequel plusieurs réflexions prêtées à Édouard se retrouvent également dans le journal des Faux-monnayeurs. Gide y écrit d'ailleurs que le problème du livre sera exposé par une méditation d'Édouard, et Gide met en italique l'exposé qui est ici. En plus de l'insistance mise sur le verbe exposer qui reprend le vocabulaire de la fugue, dont l'ouverture coïncide avec l'exposition d'un thème que l'on désigne comme le sujet, cette information porte à croire que c'est dans la comparaison avec l'art de la fugue que réside la clé interprétative de l'œuvre. Penchons-nous-y donc plus attentivement.
Composée par Jean-Sébastien Bach au XVIIIe siècle, l'art de la fugue est une œuvre qui représente à bien des égards un sommet dans l'écriture contrapuntique. Elle marque les imaginaires en incarnant le prototype même de la musique instrumentale, conçue comme un artisanat, ou encore comme un ensemble de règles quasi mathématiques dont la sensibilité et l'émotion ne sont certes pas exclues. C'est donc la grande complexité formelle de l'écriture et la réduction de l'individualité à l'œuvre dans la fugue qui semble interpeller Gide. La forme fuguée apparaît sans nul doute comme la structure musicale la plus savante et la plus abstraite aussi. Elle repose sur les principes d'imitation et de contrepoint, en faisant évoluer ensemble plusieurs lignes mélodiques autonomes. Elle commence par l'exposition d'un thème, appelé sujet, joué par une première voix, et de sa reprise, modulée dans une autre tonalité. Pendant que celle-ci s'énonce, une autre voix fait entendre simultanément un renversement du sujet. Je suis un peu mêlée, désolée. Ensuite, la deuxième voix fait également entendre son contre-sujet, tandis que le sujet passe à une autre voix, et ainsi de suite. En passant donc successivement d'une voix à l'autre, le thème musical donne l'impression d'être en fuite, d'où le nom de fugue. Je vais passer des détails. Donc, pour la construction de son roman, Gide reprend en substance les grands principes de la fugue et construit le système narratif selon une logique de récursivité qui s'apparente davantage à une dynamique musicale qu'à la linéarité romanesque traditionnelle. Les thèmes, au sens littéraire cette fois, et les personnages, s'en mêlent tout au long de l'histoire, réapparaissent dans d'autres trames narratives, ce qui crée un effet de contrepoint. Mais il s'agit là uniquement d'un effet, bien entendu, d'un procédé que l'on peut apprécier par un travail de conceptualisation, puisque l'on ne peut pas lire plusieurs phrases ou lire plusieurs histoires simultanément. De même, si le sujet dont Édouard se fait le porte-parole est bien la lutte entre les faits proposés par la réalité et la réalité idéale, ce qui devrait revenir d'une intrigue à l'autre serait donc l'écart entre la réalité et l'effort pour la styliser. Sujet qui exige une opération d'abstraction pour pouvoir être perceptible par les lecteurs et déroge du coup de la notion musicale de thème. Donc je vais passer assez vite parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Donc je vais arriver à la fin en disant que les faux-monnayeurs ne sont pas une fugue à proprement dit, et il importe au fond peu de s'essayer à appliquer terme à terme la structure de l'œuvre musicale aux différents éléments du texte. Ce qui apparaît plus intéressant en fait pour l'écriture, dans l'élaboration d'un modèle romanesque fugué, réside dans la matérialité du discours que la musique permet de mettre en évidence et dont elle permet de prendre conscience. Via la fugue, Gide conçoit un équilibre entre les idées abstraites, en fait la sémantique abstraite, et l'incarnation de ces idées dans un langage qui lui est bien concret. À défaut d'un mode d'emploi formel à respecter, la fugue pose un cadre de référence, un modèle de coïncidence entre l'idée et la forme, comme le sous-tendent les conseils qu'Édouard dit à Olivier, donc à la fin ici. Il m'a dit que mon erreur était de partir d'une idée et que je ne me laissais pas assez guider par les mots. Je n'ai pas compris d'abord, mais je crois que je vois à présent ce qu'il voulait dire et qu'il a raison. Donc, en bref, pour mettre en relief l'architecture complexe de son œuvre, Gide emploie la technique de la mise en abîme, qui met en lumière les règles de composition du roman dans le roman et rappelle l'autoréférentialité de la musique. En ce sens, l'art de la fugue lui fournit moins un canevas précis d'écriture qu'elle ne l'aiguille dans sa formulation d'un art du roman. Dans la foulée de la pensée de la musique pure telle qu'elle s'est redéfinie dans l'entre-deux-guerres, l'utopie du roman pur de Gide serait d'abord à saisir dans la dynamique signifiante d'un texte qui ne cesse de renvoyer à lui-même. Au final, la lecture des Faux-monnayeurs permet, dans une opération continue de tissage et de détissage de l'intrigue, de mettre en valeur la dimension artisanale de l'écriture. Je vais conclure très rapidement. Donc, on aura remarqué que les deux exemples que j'ai convoqués sont deux romans qui mobilisent un personnage de romancier, donc qui permet de prendre vraiment conscience de la portée créatrice de la musique. C'est pas toujours le cas. Mais j'ai choisi de vous parler de ces deux œuvres-là parce qu'elles sont écrites au début du XXe siècle et semblent, selon moi, influencer l'écriture du roman telle qu'elle va être pensée et qu'elle va être faite, si on veut, pendant tout le XXe siècle.
Et au final, ce que le roman apprend du modèle musical, au-delà de la seule propriété d'exprimer d'une façon plus, à la fois plus diffuse et plus fulgurante, c'est surtout la subversion du langage, la notion d'un langage comme matériau, comme doté d'une épaisseur, et la sollicitation d'une lecture et d'une écriture qui se base sur la mémoire des sensations et une mémoire du sensible finalement, plus qu'une mémoire narrative, qui sont en fait déjà dans l'écriture, dans l'art du roman, mais dans la musique permet de pleinement prendre conscience. Dans mes mots, c'est ma conclusion. Merci beaucoup. Désolée pour le temps.